Non, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met un écran de télé. Ah oui, c'est et ça. vous êtes filmé, tout ça. Voilà. Mais là, maintenant, il aurait fallu. On aurait dû l'anticiper. Voilà, là, on peut pas le Il y a plein de faire. gens, hein. Il y a plein de gens et on Non est mais 45 minutes. non mais attends, tu vois, c'est énorme. Ça va être l'émeute, hein. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là, si nombreux, pour cette université de Caen décentralisée à Paris. Vous ne prenez pas de coutume. C'est un vrai bonheur. Monsieur Onfray, est-ce qu'on peut espérer un jour voir vos conférences? Je ne sais pas si, monsieur, vous avez un micro aussi. J'ai pas de micro, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir vos conférences de l'université de Caen retransmises en vidéo dans un théâtre ou sur un écran, je ne sais pas, dans un lieu, à Paris? Projeté sur la Tour Eiffel, quoi, un truc avec un grand écran. Eh bien non. D'abord parce que le principe de l'université populaire, c'est comme nous là ce soir, c'est un contact avec le public. Et si cette université populaire est à Caen et pas à Paris, vous vous doutez bien que c'est parce que je l'ai choisi, désiré, voulu. On m'a plusieurs fois proposé de faire ça à Paris, mais c'est simplement pour montrer qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, que la province existe aussi, et que comme les provinciaux, eux, sont souvent obligés de venir à Paris parce que tout y est, depuis le triomphe jacobin, je dirais, la culture s'y trouve, le savoir s'y trouve, l'opéra, la musique s'y trouve, la gastronomie, tout ça s'y trouve. Donc c'est bien de temps en temps que vous fassiez le trajet inverse, et que vous alliez voir à quoi ressemble la Normandie, qui n'est pas qu'une terre de pommiers, de vaches, de beurre, et de ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui, toutes les semaines, viennent et font l'effort de venir toutes les semaines de Paris. Ça veut dire 2h30 aller, 2h30 retour. Il y a du covoiturage, on a organisé tout ça. Mais vous pouvez acheter un car et puis faire la route régulièrement. J'en avais assez d'enseigner dans un lycée. Et cette expérience ayant débouché sur un livre, elle n'avait plus lieu d'être d'une certaine manière. Peut-être les 20 années d'enseignement dans un lycée étaient faites pour déboucher dans ce livre, l'anti-manuel de philo, puis on passe à autre chose, quoi. Et autre chose, c'était, je voudrais quand même garder le plaisir de la transmission, du don, de la générosité, du partage. Je voudrais pouvoir être ce que d'autres ont été pour moi quand ils m'ont donné, sans forcément le savoir. Gérard Fagnon, par exemple, mon vieux maître. Et je me suis dit, mais c'est cette année ou c'est pas cette année? Puis je me suis dit, allez, c'est cette année. On arrête. J'ai dit à mes élèves, voilà, vous êtes les premiers à savoir, personne ne le sait. J'ai pris ma décision pendant l'heure, là, pendant qu'on faisait cours. Je me suis dit, c'est ma dernière heure. Donc c'est ma dernière heure avec vous. Mais c'est aussi ma dernière heure dans l'éducation nationale, et puis voilà. Et puis à la fin de mon cours, je suis allé voir ma directrice, je dis voilà, je vous présente ma démission. Bon, vous avez bien réfléchi, je dis oui, oui. Et donc, c'était la période aussi de Le Pen au deuxième tour, et je me suis dit, je vais faire quelque chose. Et ça vaut ce que ça vaut, mais si chacun dans son coin fait un peu, et c'est là que je suis dans la logique deleuzienne des micro-résistances au micro-pouvoir, au micro-fascisme. L'université populaire, c'est une micro-résistance. Si on lit les bons auteurs, si on va voir du côté des individus qui peuvent nous aider à nous maîtriser, à maîtriser nos peurs, nos craintes, nos angoisses qui nous font antisémites, racistes, etc., alors on peut parvenir à une autre sérénité. Pas de dire « vous êtes antisémite, c'est dégueulasse », etc. C'est de dire « vous êtes antisémite, je comprends que vous le soyez. Vous avez tort, je vais vous dire pourquoi vous avez tort, mais je vais vous dire pourquoi ça marche comme ça.
peux vous expliquer pourquoi. Vous avez peur du noir, vous avez peur du juif, vous avez peur du beurre, vous avez peur de l'homosexuel, vous avez peur de l'autre. Bon. Et le savoir, ça sert à ça. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là, fidèle au poste, toujours présent. On a, comme vous l'avez vu, des petits problèmes d'intendance, c'est-à-dire qu'on avait annoncé 18h, finalement l'université a annoncé 18h30. Les gens qui ont téléphoné se sont entendus dire donc que ça démarrait dans 5 minutes. Et on vient d'avoir un gentil garçon qui nous dit qu'il vient pour la prévention routière. Et apparemment, la salle a été réservée pour la prévention routière. Donc on démarre vite. On va éviter l'accident et on va faire vite. Et on va démarrer, et puis dans les 10 minutes arriveront ceux qui devaient arriver pour 18h30. Cette université populaire, elle se caractérise par la gratuité. Donc il y a l'idée de don aussi. Le fait que quelque chose puisse être fait gratuitement. Et je trouve que d'un certain point de vue, enfin pour ma part, j'assume ça pleinement parce que je trouve que c'est une certaine façon d'être dandy. Il y a une certaine élégance à faire quelque chose gratuitement. Dans un monde qui est foncièrement marchand, cela ne se monnaie pas, donc paradoxalement, puisque ça ne se monnaie pas, ça n'a pas de prix. L'objectif, c'est d'amener les auditeurs à s'approprier un certain nombre de, non pas de connaissances philosophiques, mais un certain nombre de traits philosophiques, un certain nombre de segments, un certain nombre de notions, de façon à construire en fait une philosophie buissonnière susceptible d'amener tout un chacun à aller au-delà dans la réflexion sur les idées politiques. Alors l'université populaire, ce qu'elle propose, ce sont des cycles de cours sur le principe d'une programmation universitaire. Donc un individu peut suivre plusieurs cours et participer donc à plusieurs débats s'il le souhaite, enfin les débats qui suivent le cours, ou il peut en sélectionner un seul cours en fonction de ses affinités et de sa curiosité. Donc ce que l'on vit dans le cadre de l'université populaire, c'est en fait une relation pédagogique. Alors bien évidemment, ce n'est jamais simple, cela passe par un effort, par un travail, par une réflexion, parce que la pensée ne se donne pas, mais elle peut se conquérir. Et donc l'accession à la pensée n'est pas insurmontable. Et ça, c'est intéressant. C'est en cela que, en fait, l'université populaire donne satisfaction à ceux qui l'ont construite. C'est très très amical, je me sens vraiment accueillie, aimée, désirée, enfin donc voilà. Et c'était l'occasion pour moi aussi, tu verrais, enfin j'ai là toute une bibliothèque et de l'autre côté aussi, de livres sur cette histoire des idées féministes et voilà, c'était l'occasion d'en faire quelque chose, c'était l'occasion d'en faire un travail, une création je dirais, et éventuellement une publication plus tard. De cette histoire, quoi. Le populaire, dans cette affaire, il est on peut prendre une espèce d'image, mais je crois que soit on descend les gens jusqu'à une culture basse, et à ce moment-là, effectivement, on est dans la démagogie, dans le populisme, on va leur faire croire que parce qu'ils auront une conversation de bistrot, comme on en a souvent dans les fameux cafés philo, et qu'on assaisonnera ça d'une référence à Spinoza, d'une autre à Plotin, et avec une petite citation de Nietzsche, on aura fait de la philosophie. On se dit, là, vous avez fait de la philosophie, descendu jusqu'à vous. Les petits potins qui vont être saupoudrés comme ça d'un peu de références philosophiques, ça suffira pour faire de la philosophie. Je dis non, ça marche pas comme ça. Il faut un savoir vérifié, vérifiable. Il faut un travail derrière ça. Alors soit on l'a fait pour autre chose, c'est-à-dire parce qu'on fait un livre, parce qu'on travaille sur une question, sur un sujet, on a fait une thèse, parce que voilà, ou c'est son sujet, soit on travaille pour. Et moi, j'ai travaillé pour cette contre-histoire en me disant c'est pour l'université populaire que je mets ce chantier en route. Prendre un exemple. Alors d'abord, il y a tout ça, c'est-à-dire, pour prendre uniquement Jean Méliès, on va voir comment la machine fonctionne. Ça, c'est l'œuvre complète. Ça, c'est ce qui existe sur Jean Méliès. Donc, je lis les livres qui ont été écrits sur lui. Donc, je fais une lecture et je prends des notes.
je prends des notes de cette manière-là, c'est-à-dire sur des papiers 21-29-7, avec les choses qui m'intéressent dans la biographie. Je donne ça. De manger du curé Méliès. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Quand j'ai utilisé les informations, un coup de crayon à papier, j'agrafe et c'est rangé. Donc ensuite, je fais une lecture de l'œuvre complète. Alors là, c'est pas compliqué, ça fait 3 forts volumes. 500, 500, ça fait 1500 pages. Je lis les 1500 pages, et là j'ai un cahier qui me permet de détailler ce que j'ai lu. Jean Méliès, voilà, pour cette année. Alors là, page de droite, l'ensemble de la lecture de la totalité des 3 volumes. Voilà, et tout ça en notes très précises, etc. Avec sur la gauche les renvois qui me permettent d'aller vite. Sur le droit naturel, sur la complicité de la religion et des tyrans, les hommes tous égaux par nature, la lutte des classes, les moines sont des parasites, la propriété privée, enfin ce genre de choses. Donc premier travail, pour un cours sur Méliès, ça fait ça de lecture, c'est-à-dire 2500 pages, 2500 pages de lecture. Prise de notes. Et alors quand j'ai ce dossier-là, j'ai fait le même pour la maîtrise, c'est pour l'année, j'ai fait le même pour Maupertuis, la même chose pour Helvétius, la même chose pour Dolbach, la même chose pour Sade. Ça, c'est du divers. Alors, après, quand j'ai fait tout ça et que je suis prêt à écrire, je dactylographie, je rédige à la main, avec le même stylo, la même encre, de manière très fétichiste. Cahier Clairefontaine, grand format, uniquement page de droite, rien à gauche. Je démarre en haut à gauche. Je finis en bas à droite, je sature complètement, et jamais rien là, sauf de temps en temps une note ou deux. Et il n'y a pratiquement pas de rature. Après ce premier jet, je dactylographie. L'ordinateur qui est pas bien loin. Un cours, ça fait une quarantaine de feuillets. Corriger ensuite. Corriger ensuite, ça donne ce genre de graffiti. Et quand je prépare mon synopsis, c'est-à-dire rituellement le samedi, je reprends mes feuilles, et à partir de ces feuilles, j'extrais à la main un synopsis, c'est-à-dire 7-8 pages, et ce synopsis, je le dactylographie ensuite, c'est-à-dire là normalement il est propre, et il est sur le site internet rapidement, parce que Dorothée met ça sur le site le samedi soir. Et quand je m'enferme une demi-heure avant le cours, à proprement parler, eh bien, je remets des petits coups de crayon, je me remets tout ça en tête, je mémorise. Merci d'être là pour ce rendez-vous avec notre marquis de Sade. Je vois que vous avez rendez-vous avec le vice, et que vous êtes nombreuses et nombreux ce soir. Je vous ai dit
que nous ferions une histoire de la philosophie alternative, eh bien, on a ici la possibilité de montrer que la philosophie alternative, c'est pas seulement de parler de philosophes qui ne sont pas connus, mais c'est d'aborder parfois des philosophes évidemment connus, comme Épicure, comme Montaigne, mais de manière alternative. Donc de ne pas dire ce qui se dit habituellement sur ces gens-là et de déconsidérer la légende, car il y a toujours des légendes qui accompagnent les philosophes, et il y a une légende du marquis de Sade, du divin marquis, comme on dira, et évidemment il s'agira de détruire cette légende. Il fut effectivement un délinquant sexuel, un délinquant relationnel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pour possibilité de jouissance que d'infliger la douleur à autrui. Ça me semble déterminer la délinquance quand quand cette façon de pratiquer ne procède pas d'un contrat. Si c'est contractuel, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous faire taper dessus et que vous trouvez quelqu'un qui a envie de vous taper dessus, c'est très bien, c'est très joyeux, c'est très doux, dit même Michel Foucault. Le contrat, quand il est sadomasochiste, pourvu qu'il soit contrat, est tout à fait défendable. Et chez Sade, il n'y a pas de contrat. Le sadisme n'est évidemment pas contractuel. On inflige la douleur à quelqu'un qui n'a pas demandé, qui n'a pas souhaité, qui n'a pas voulu. Ça ne me contraint pas vraiment de prendre la route. Au contraire, je vole pour aller à Caen. Ça fait quand même 220 bornes aller-retour. Je suis infirmière dans un établissement d'enfants, avec une centaine d'enfants qui sont en difficulté, un petit peu toutes sortes de troubles de comportement, l'épilepsie, les petits autistes, etc. Alors bon, ça fait quoi, plus de 25 ans que je fais le travail là, mais il y a quand même un carcan un petit peu dans les relations sociales, administratives et tout ça, c'est un peu lourd. Bon, alors ça pèse quelquefois, et puis on a envie de se sortir, et puis d'apprendre autre chose. Moi j'ai une soif d'apprendre, j'avais fait philo autrefois. J'avais entendu à la radio, tout bêtement, qu'il y avait des cours de philo. Et puis, j'avais lu sur Télérama Michel Onfray. Oh, ça m'a réveillé un souvenir. J'avais lu, c'était La sculpture de soi, que j'avais lu en premier. Un bouquin qui m'avait passionné. Oh, je dis, ça c'est formidable. Qu'est-ce que je fais quand j'ai entendu ça? Moi, je suis toujours emballée. Je prends le téléphone et je retiens ma place. Je croyais qu'on retenait sa place. Alors, allô, musée, etc. Non, madame, on ne retient pas de place. Il faut arriver les premiers, puis vous vous installerez, vous verrez. Donc je suis partie chercher, d'abord découvrir, c'était un peu l'inconnu, mais retrouver, donc ma soif finalement d'université. Je n'étais pas allée à l'université, donc j'avais un petit peu des regrets. Alors là, j'espérais beaucoup là-dessus. Et puis j'ai tout de suite accroché au cours. Il y a donc une fascination des intellectuels, très peu ont vraiment vu le fin fond de ce qu'est l'âme et l'œuvre du marquis de Sade. Très peu, je songe à Horkheimer, je songe à Albert Camus, dans L'Homme révolté, juste une note assez précise pour qu'on puisse voir qu'au moins quelques intellectuels ont échappé au délire sadophile, je dirais. Quelques-uns ont vu effectivement qu'il en allait de la pensée de Sade comme d'une pensée fasciste ou pré-fasciste. Et puis qu'est-ce que ça va apporter après? Une ouverture de lecture, ça me permettait j'ai connu Pierre Hadot, ça a remplacé ma vieille Bible. Maintenant j'ai Pierre Hadot sur ma table de chevet. Ensuite, il y a plein d'écrivains, plein de philosophes, et j'ai l'impression que je pourrais plus jamais m'ennuyer. Ou quand j'ai des coups de blues, je me dis, oh ma fille, t'as des choses à lire. Alors avec Antoine Spire, c'est pareil. C'est formidable. Ça derrière, il y en a aussi. Et je vais y revenir plusieurs fois. La question qui se pose, en fait, quand on parle de la responsabilité, c'est le rapport qu'il y a, au fond, entre déterminisme et liberté. Je ne vais pas prendre le mot de Sarkozy, la racaille, mais je vais prendre les jeunes qui ont brûlé des bagnoles et qui se sont insurgés dans un certain nombre de quartiers en France. Sont-ils responsables ou pas? Et en quelle mesure sont-ils responsables? Alors vous avez ceux qui vont dire, vous savez, c'est bien simple, ils sont déterminés par leur situation sociale, et ils sont déterminés par la culture qui est la leur, ils sont déterminés par leur histoire, ils sont dans des cités ghettos, etc. Vous connaissez la chanson. Et puis, il y a ceux dont vous connaissez aussi la chanson, qui est écoutez, quand même, c'est incroyable, il faut qu'on ramène l'ordre, c'est quand même insupportable, on ne peut pas tolérer que ces types foutent le désordre, etc., etc. Ils sont responsables à 100%, et il faut sévir, et qu'on leur foute de la prison ferme. Bon, on a ces deux discours. Alors vous allez me dire, c'est les deux discours extrêmes, mais ces deux discours existent. Et puis au fond, il y a un mixte de ces discours chez beaucoup de politiques. Mais finalement, les deux discours extrêmes sont intéressants. Alors je crois
comment c'est possible qu'on puisse, je pose la question de savoir comment c'est possible qu'on puisse tenir ces deux discours apparemment contradictoires. Eh bien, tout simplement pour une raison philosophique sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse discuter, qui me paraît absolument centrale, qui est le fait que nous sommes tous entièrement déterminés et nous sommes tous entièrement libres. Dans cette question de la responsabilité, eh bien, de la même façon, on est tous déterminés. Vous êtes déterminés par votre histoire. Vous êtes déterminés par le monde dans lequel vous êtes. Vous êtes déterminés par vos rapports sociaux. Vous êtes déterminés par le milieu social dans lequel vous êtes. Vous êtes déterminés par l'éducation que vous avez reçue. Vous êtes déterminés par le système social tel qu'il s'organise. Vous êtes déterminés par la famille dans laquelle vous êtes nés. Nous sommes tous déterminés à 100%. Le système est responsable de l'insurrection des banlieues. 100%. Mais nous sommes tous libres, à 100%. Et c'est un choix libre que de brûler une bagnole ou de ne pas brûler une bagnole. Donc le modèle n'est pas additif, c'est pas un pourcentage déterminé, un pourcentage libre, c'est on est totalement déterminé et on est totalement libre aussi. Voilà, si on n'arrive pas à penser, c'est compliqué, hein. Vous savez, c'est quand on pense une contradiction comme ça qu'on entre véritablement dans la philosophie. C'est vrai que j'ai beaucoup d'occasions d'enseigner et que donc je ne cours pas forcément après, mais ce qui me plaît ici, c'est ce en quoi je consonne avec Michel Onfray dans cette université sur certains points. J'aime que, consonnant avec lui, je puisse venir, et j'aime qu'ayant des désaccords très profonds avec lui, notamment par exemple sur la religion, le fait que j'ai cette différence avec lui et que je puisse le faire en toute liberté, ça me touche parce que j'ai l'impression de pouvoir, par public interposé, débattre avec lui et permettre aux gens, en toute liberté, de se faire un point de vue en ayant nos deux convictions côte à côte. Bien, donc je vais présenter rapidement ce premier printemps des universités populaires. On a voulu, à l'Université populaire de Lyon, développer une telle manifestation. Il fallait, pour nous, resserrer les liens, développer les liens entre les universités populaires qui se situaient dans le sillage de l'expérience de Caen initiée par Michel Onfray. L'expérience qui a été initiée à Caen introduit, disons, une tonalité critique, citoyenne et libertaire, qui n'est pas le cas de tout ce qu'on peut trouver sous le titre d'université populaire aujourd'hui dans notre pays. Il y a effectivement une façon fermée de faire fonctionner l'université, de manière incestueuse, entre soi, entre nous, entre spécialistes. On se connaît tous, on connaît bien le sujet, on connaît bien le débat, on peut se les faire entre nous, ces petits débats incestueux, et on va pinailler, mais il faut qu'on reste entre nous. Et puis on déteste quiconque va se croire autorisé de parler de, je sais pas quoi, de la Révolution française, de la bioéthique, du sujet qu'on voudra. Ça, c'est l'université close, c'est l'université fermée, c'est l'université de la reproduction sociale. Il a fallu montrer qu'on était docile pour y entrer, et quand on en sort, on est encore plus docile, et on va fabriquer des gens qui seront eux aussi dociles, puisqu'il s'agit de reproduire le système. Donc on va devenir professeur, enseignant, pour la philosophie, eh bien on enseigne la philosophie, les classiques, les choses habituelles, une philosophie aseptisée, pas bien dangereuse. C'est pas dangereux, Platon, c'est pas dangereux, Descartes, c'est pas dangereux, Kant. Diogène, c'est plus dangereux. Lamotte-Levaillé, c'est plus dangereux. Ou d'autres individus qui sont des libertaires, des empiriques, des sensualistes, qui sont des hédonistes, qui sont vraiment les alternatives de la philosophie. Ceux-là sont plus dangereux parce qu'ils peuvent être utilisables et utilisés. Il faut dire non. Et restons des disciples de la Boétie qui, à mon avis, formule la grande logique libertaire. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre, dit la Boétie. Tout pouvoir n'existe que parce qu'on y consent. Et il n'y a de pouvoir que parce que soit on lui dit oui, soit on ne lui dit pas non. Et il me semble que l'université populaire est l'occasion d'apprendre, en regardant comment ça a pu se faire dans l'histoire,
d'apprendre à penser pour dire non, pour dire oui, pour dire d'accord, pour dire pas d'accord, pour fabriquer des micro-résistances dans une existence personnelle, parce qu'on est dans une logique politique et existentielle en même temps. Pas de concession sur le fond, c'est-à-dire que tous les séminaires, et on a de l'atelier de philosophie pour enfants qui a son fonctionnement à part, mais jusqu'au séminaire d'art contemporain, en passant par la psychanalyse, par les idées féministes, par le cinéma, par le jazz, etc., etc. On a tous le désir, soit de montrer qu'il existe un savoir alternatif, soit de montrer qu'il existe des manières alternatives d'aborder un certain nombre de savoirs classiques. D'où l'intérêt de la formule que nous avons arrêtée. Chacun fait ce qu'il veut dans les universités populaires de France, et de Navarre et d'ailleurs, sauf, moi je tiens à une chose, je tiens à la gratuité totale, intégrale, pour que personne ne puisse dire je ne peux pas y aller, même si c'est symbolique, c'est pas possible. Donc gratuité totale, c'est à nous de nous débrouiller pour aller récupérer de l'argent public. Et la deuxième chose à laquelle je tiens, c'est l'interactivité avec le public. C'est-à-dire pas un cours qui nous permettrait de dire ce qu'on sait puis de repartir, mais un cours qui est un support à débat pour la deuxième partie, souvent 1 heure, hein, une présentation d'1 heure, et puis un commentaire d'1 heure de ce qui aura été dit, justement pour raccrocher les wagons. Moi j'étais sceptique sur la possibilité que ça marche à Lyon. Parce que je pensais que c'était une ville trop grande, en fait, que ça devait marcher. Comme j'avais vu Caen, Arras, Narbonne, je me suis dit c'est des petites villes où il se passe pas grand-chose. Donc il y a trop de trucs à Lyon, il y a personne qui va venir. Donc moi j'attendais 20 personnes, 20-30 personnes le jour de l'inauguration. Et puis bon, il y en avait plus de 200. Donc premier étonnement, du monde est venu. Deuxième étonnement, les gens revenaient, tous les cours. Bon. Et ils étaient très dynamiques dans la discussion. Donc à la fois ils étaient très studieux pendant le cours et très dynamiques dans la discussion, plus que les étudiants aujourd'hui qui parlent pas trop, enfin, qui s'expriment peu dans les cours. Ces sociétés, c'est ce que je traitais l'an dernier dans le cours, j'en parlerai un peu dans une séance, elles sont de plus en plus individualistes. C'est-à-dire que dans ces sociétés, les individus sont davantage individualisés, davantage face à eux-mêmes, ont des marges de choix plus grandes que dans les sociétés traditionnelles. Et donc ont aussi des marges d'incertitude plus grandes, de doute plus grands. C'est comme s'il naissait un outil politique différent de la forme syndicat, association, parti. Où des choses peuvent se dire, s'échanger, etc. de manière un peu différente. Par exemple, je trouve que les gens, même quand ils ne sont pas d'accord avec toi, ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas dans l'idée de montrer qu'ils ont raison. Ce qui fait qu'en retour, tu n'es pas pris dans une logique où tu vas essayer de justifier ce que tu as dit, donc tu n'es plus détendu, tu n'es pas obligé de défendre. Donc oui, non, il y a un climat étonnant. Par rapport à même par rapport au café philo, par rapport au débat public, dans le café philo ou le café politique, les gens ont des opinions, on ne sait pas sur quoi ça s'appuie forcément, et puis ça s'épuise. Est-ce que là, on a un point d'appui sur un savoir, et puis après, il y a un débat. Mais il y a quelque chose de consistant aussi. Alors la semaine prochaine, je traiterai de la figure d'Oedipe. Alors vous me direz, mais pourquoi commencer par la fin? On aurait pu commencer par la figure d'Oedipe, puisqu'il est le père, puisque l'histoire d'Oedipe arrive avant, et ensuite nous avons les enfants et le devenir des enfants. Tout simplement parce que Sophocle lui-même a d'abord écrit Antigone, et a ensuite écrit Oedipe roi et Oedipe à Colonne. Donc on commence au fond par Antigone, c'est-à-dire par une espèce de retour rétrospectif sur les choses. Nous ne sommes pas trop déshabitués à ça. Si vous avez vu La Guerre des Étoiles, on voit bien, hein, Star Wars a commencé par la fin et puis finalement on est revenu au début après. Donc bon. C'est pas seulement un cours où on fait passer du savoir, c'est une conférence. Et une conférence, ça demande beaucoup plus de travail. Parce qu'une conférence, c'est tout d'un coup, je vais vous synthétiser quelque chose qui est le fruit d'une recherche longue, dans la longue durée, des fois dans la douleur, parce qu'il y a des textes qui sont difficiles à lire. Un cours peut être un peu ennuyeux, enfin quand je dis ennuyeux, c'est-à-dire qu'il peut être du genre, vous prenez note, et puis après vous aurez l'examen, et puis vous la fermez. Une conférence, c'est, je suis obligé de vous plaire aussi. Et je suis obligé de changer vos vies. Enfin en tout cas de faire que ce que je viens vous donner vous serve dans votre vie. Et puis c'est celle de la fatalité tragique. Créons-vous la vivre hors tragédie, mais celle-ci le rattrape en permanence. Je suis issue d'une famille ouvrière, de milieux très, très catho, communion, confession, machin, la messe tous les dimanches, quoi. Et puis arrivé à l'âge de 17 ans, donc au moment du bac, la fin du bac, tout ça, ma mère m'a dit, de toute façon, une fille, ça se marie.
Donc tu continues pas tes études. Donc je suis allée chercher du boulot, et puis au PTT ils m'ont pris. Donc je me suis retrouvée opératrice auxiliaire. Je me suis syndiquée très vite, je crois, en 71. J'ai longtemps milité à la CGT. J'ai dû adhérer j'ai aussi été membre du Parti communiste dans les années 78 jusqu'à 84. 83, il y a eu un virage. Aujourd'hui, on en parle avec tranquillité, mais il y a eu ce virage et ça nous est tombé quand même. C'est tout le mouvement populaire qui a été cassé derrière, avec après un discours culpabilisant sur les chômeurs, sur ceux qui avaient du travail. Donc moi, j'étais toujours en recherche. J'étais en rupture d'officiel, de syndicat officiel. J'étais en rupture des politiques. Et j'étais toujours en recherche. Mais punaise, on n'est pas sur cette terre pour subir ça, quoi. L'université populaire, hein, c'est au moins ça me protège, ça me demande parfois, ça serait bien, finalement à 5 heures, ça serait bien, je rentrerais sur le canapé. Repartir à l'université populaire, c'est une liberté, c'est empêcher qu'ils m'enferment dans la prison. Parce que je suis obligée, j'ai une question de nécessité, il faut que je gagne ma vie pour manger, il faut que je m'en sorte à la fin du mois, donc je suis coincée dans la nécessité, mais au moins, je garde encore autre chose. Autrement, je devais devenir un robot. Je ne veux pas être un robot. C'est vrai que c'est un plaisir d'apprendre, puis le plaisir aussi d'incertitude. Voir par rapport à un vécu, on voit ce qu'on a suivi comme voie, et en même temps, on en mesure, disons, la relativité, et c'est intéressant, disons, de réfléchir et d'approfondir. Et moi, je pensais à l'université populaire comme un lieu de connaissances, me saisir de connaissances nouvelles pour comprendre le monde et comment le changer. Pour ceux qui ne sont jamais venus, je vais expliquer un petit peu d'abord l'histoire de la chose. Vous savez peut-être que moi je suis professeur des écoles, c'est-à-dire je suis ce qu'on appelait autrefois un instituteur. Et puis j'ai rencontré Michel Onfray, je vous passe les détails, en 2002 quand il a lancé l'université populaire, et c'est lui qui m'a proposé de venir faire cet atelier ici. Quel genre de questions faut-il poser dans ce petit atelier? Des questions que les hommes se sont toujours posées, mais sans jamais trouver de réponse. Et puis petit à petit, on va construire une liste de questions qu'on va écrire ici. Et puis, on en choisira une. Voilà. Vous pouvez mettre plusieurs questions, tout ce qui vous passe par la tête, pas de souci. Puis après, on vous ferait le tri. Il va de soi que ce que vous allez écrire, je ne le regarde pas, c'est vraiment pour vous. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Il y a quelques semaines, quelqu'un fait allusion à l'enquête sociologique qui a été menée en octobre 2004. Évidemment, on fait le constat que sur l'échantillon de 200 personnes qui ont répondu, on fait le constat que les grands absents sont les ouvriers, les petits artisans et commerçants, les agriculteurs, les employés du secteur tertiaire, les jeunes. Alors finalement, deux questions se posent, deux questions que je me permets de vous poser. Que faut-il entendre par populaire? Et que peut-on répondre à Marie-Georges Buffet, je crois que c'était elle qui était interviewée, lorsqu'elle dit que l'université populaire de Caen n'avait rien de populaire? Merci. Oui, vous avez démarré en disant effectivement qu'on vous avait donné notre accord, bien sûr. Quand au départ vous avez souhaité faire une enquête sociologique, c'était effectivement votre décision, votre désir, votre envie, c'était pas la nôtre à l'université populaire.
Mais j'ai trouvé effectivement votre démarche intéressante parce que j'y ai eu droit 100 fois et ça continue. Université populaire n'est pas populaire, c'est pas ça populaire, nanana, etc. Bon, je redis les trucs habituels, quoi. Je dis, il y a tous les sexes, il y a tous les âges, il y a toutes les cultures, il y a tout ça pour ce que j'ai pu constater. Voilà, c'est une espèce de sociologie ponctuelle qui me permet de dire qu'il y a tout le monde. Deuxième chose, sur populaire. Je dis, mais vous confondez avec prolétarien la plupart du temps. Et quand on me dit université populaire, je dis, je veux pas une université prolétarienne. Donc effectivement, on vient nous chercher des poux dans la tête en disant, c'est rempli de bourgeois, il y a que des profs, c'est centre-ville, c'est à la fac, c'est... Oui, bah laissez-les parler, c'est pas mon problème, ce genre de choses. J'ai dit qu'on ait encore besoin aujourd'hui de dire « Mais si, je vous ai trouvé une femme de ménage, il y en a une à l'université populaire. Et allez, madame, témoignez, dites que... » J'ai pas envie de ça non plus. C'est honteux de dire montrez que vous êtes prolo, montrez que vous êtes pauvre, montrez que vous êtes modeste. Non, c'est libertaire ici. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. On vient si on veut. Si on veut pas venir, on vient pas. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous voulez bien faire savoir à votre statisticien que je suis femme de ménage et que je viens de Gironde. Merci, madame. On vous applaudit. Mais je reçois en même temps des courriers électroniques de gens me disant mais j'étais dans le public, je peux pas prendre la parole, je sais pas faire ça, mais des gens qui me disent oui, on a notre quota de gens modestes, de gens qui sont défavorisés, disons-le comme ça, socialement, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave, et si on a des grands patrons de chirurgie du CHU, c'est pas grave non plus, et puis s'il y a des gendarmes, des policiers, des percepteurs, des gens qui travaillent aux impôts, tout ça c'est pas grave non plus. Là encore, je dis pas de délit de faciès, donc on a le droit d'être flic de droite, catholique pratiquant, on a le droit, ils sont rarement là sociologiquement, mais s'ils sont là, c'est bien, ça me réjouit aussi. Est-ce qu'un gendarme de droite, intégriste et électeur de Le Pen veut témoigner fasse une vraie sociologie? Alors, deuxième tour, il faut en choisir une, hein, disons. Qui préfère donc la question 9? L'humour est-il nécessaire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Qui préfère la question 13? Pourquoi embête-t-on les plus petits que soi? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est terrible, hein. Bon, bah la majorité a parlé, hein. Dans cette discussion, on essaie de dire, bien sûr, ce que les questions qui sont là, surtout la question principale, vous évoquent. Mais puisque c'est une discussion, l'important c'est aussi d'écouter ce que les autres disent et d'y réagir d'une façon ou d'une autre. Les seules choses qui sont interdites, c'est de dire bon, ce que tu dis c'est nul, mais en même temps de dire ce que tu dis c'est super. Par contre, ce que tu as dit là, moi j'étais assez d'accord, mais je voudrais ajouter ça, ou alors je n'ai pas bien compris, ou alors j'aimerais que tu donnes un exemple, ou moi j'ai vécu quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est un petit peu différent. Vous voyez ? En quelque sorte, ça dépend de l'humour de la personne, ça peut faire du bien. Non, mais moi, quand on me raconte une blague et puis enfin, qu'elle est marrante, parce que ça dépend. Moi, je trouve ça, je sais pas, ça soulage, ça me fait du bien. L'humour, parfois, ça peut faire rire des gens, mais parfois, il y en a qui rigolent pas de ça, ils ont un autre humour. L'humour, c'est aussi nécessaire à une société, pour qu'il y ait une cohésion sociale. Pour qu'il y ait une entente entre les personnes en communauté. Il y a besoin d'un certain humour, d'une certaine détente, un petit peu pour pas que... parce que ça permet aussi de régler des conflits et d'apaiser un petit peu les tensions qui peuvent exister dans un groupe de personnes. Et est-ce que ce serait... Enfin, je sais pas, je me pose la question de savoir si c'est bon pour la santé, vraiment, physiquement. De rire, de sourire un peu tous les jours. Alors, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais voilà. Le projet de cette année, c'est d'essayer de parler de la question du calcul.
Autant dire que nous allons rentrer dans quelque chose d'un tout petit peu plus technique de temps en temps que ce que nous avons pu faire l'an passé, c'est-à-dire le fait d'aller voir du côté de la peinture, d'aller voir du côté de la musique quels étaient les rapports qu'entretenait cette discipline qu'on appelle les mathématiques avec ces disciplines artistiques. J'avais plutôt une assez bonne opinion de tout ce que j'avais lu ou entendu de Michel avant. En revanche, j'avais des amis philosophes qui n'étaient pas toujours peut-être complètement enthousiasmés. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. C'est-à-dire que dans la mesure où le contrat est clair, qu'en plus, j'ai pour l'instant aucune raison de ne pas accorder mon estime, et même au-delà à cet homme-là, j'ai dit j'y vais. Alors on a dit que pour Nombré, là, il a fallu aussi regrouper les quantités. Par exemple, par vingtaine. Chez les Mayas ou chez les Aztèques, on compte plutôt par vingtaine, encore que c'est un petit peu plus compliqué que cela, on en reparlera peut-être. On a compté par soixantaine chez les Babyloniens. Et puis on a compté par dizaines, chez les Chinois en particulier, très tôt. Et puis dans le monde hindou. Et puis dans le monde arabe. Et ensuite, dans le monde occidental, on en est venu finalement à adopter ce système, à la fois d'écriture, d'énonciation des nombres et de comptage qui consiste à regrouper par dizaines. Mais on aurait pu compter autrement. Les regroupements dont je parle là sont parfaitement arbitraires. Au moment de la Révolution, quand il s'est agi de choisir un système universel de mesure, Laplace souhaitait mettre en place non pas un système décimal, mais un système duodécimal à base 12. C'est-à-dire que vous pourriez très bien aujourd'hui compter non pas sur vos 10 doigts, mais sur vos 12 doigts, naturellement. En tous les cas, vous pourriez compter en base 12, comme d'ailleurs le faisaient encore nos grands-mères. Je raconte souvent cette histoire parce que moi je l'ai vécu. Je me souviens de ma grand-mère allant chez le mercier acheter une grosse aiguille, c'est-à-dire 12 x 12, 144 aiguilles. C'est ça la vraie démocratie, c'est-à-dire permettre à ce que tout le monde puisse accéder à cette connaissance-là et ensuite faire ses choix en toute connaissance de cause et entre autres de tous les liens qui unissent toutes les disciplines. C'est pour ça que peut-être l'université populaire, il y a quelque chose de ça aussi. C'est pas une affaire de diplôme, c'est vraiment une affaire de rapport au savoir, quoi. Tout le monde a droit à un moment donné de se dire, au fond, là j'ai raté quelque chose et j'ai envie d'y retourner et de le faire. Je fais un travail de cartographie du réel, en disant, voilà, ici, faisons le travail ensemble, il y a des montagnes, il y a des précipices, il y a des routes, il y a des autoroutes, il y a des petits chemins vicinaux, il y a des petits sentiers de forêt, il y a des marécages, ici ça roule tout seul, là ça passe mal, là attention, il y a des bêtes féroces, là il y a des fauves, ici il y a un cimetière d'éléphants, là je sais pas quoi. Après il y a une boussole, je vous donne tout ça, faites votre trajet, faites votre route vous-même. Donc si je fais un travail dans l'écriture, dans les cours, dans l'université populaire, etc., c'est un travail de cartographie avec mon public ou mes lecteurs. On cartographie ensemble, et après je dis, s'il vous plaît, ne m'emboîtez pas le pas, faites votre propre chemin, faites votre propre randonnée. L'exergue, la politique du rebelle, et ils mettent au Dieu de suivre autant que de guider. Ils mettent au Dieu de suivre autant que de guider. C'est ma formule libertaire, c'est ma formule anarchiste. Donc il n'est pas pour moi question du tout de guider. Ni de suivre, ça c'est sûr, mais de guider en disant faites comme moi, devenez comme moi, pas du tout. Je dis faites comme moi, c'est-à-dire construisez votre propre chemin, mais pas le mien. Votre chemin, c'est pas le mien. Faites comme moi, créez-vous liberté. Faites comme moi, faites fonctionner votre esprit critique, y compris sur moi. J'invite pas à ce que des gens me disent vous avez raison sur tout, c'est génial, c'est fantastique. Non, je crois avoir raison en disant que la vérité est dans la construction d'un chemin qui nous va, à nous. C'est un habit sur mesure. Et je dis, je ne peux pas vous donner mes vêtements, ce sont mes vêtements, ça vous ira pas, c'est sûr. Donc créez-vous votre costume, taillez-le, choisissez votre tissu, choisissez le confort, choisissez la texture, choisissez la couleur, mais pas parce que moi je suis comme ceci ou comme cela, vous faites-le vous-même. Je vous invite à ça. J'ai su que l'université populaire existait avant, mais pour des raisons personnelles,
parce que je suis très dure à bouger, et puis encore une fois, j'ai un enfant, donc ça me donne tous les alibis du monde pour ne pas sortir de chez moi. Et puis cette année, je me suis dit, j'ai besoin là, je fais un travail qui est très concret, qui est très près des choses, qui m'aide, parce que c'est concret, et que c'est technique, et que ça demande... Voilà, mais j'ai besoin par ailleurs de vivre, de demander à mon esprit d'autres... de l'obliger aussi à penser autre chose que la dépression, quoi. Voilà. Ouais, je fais la fermeture avec... La philosophie peut être un outil pour accéder au plaisir d'exister, par exemple. On pourrait le formuler comme ça. Enfin, déjà, pour moi, associer le mot plaisir et le mot exister, c'est vertigineux pour moi. Moi, j'ai plutôt appris, je souffre donc je suis. Hein, comme beaucoup de gens de ma génération. C'est vrai que je ne cherche pas des réponses. Je cherche le résultat du travail des gens qui ont le temps d'affiner les questionnements, de les pousser dans leur retranchement, de tordre le langage dans tous les sens pour essayer d'être de plus en plus précis, de plus en plus incisif dans les questionnements. Quand on a fait l'économie des idées pour les idées, du concept pour lui-même, quand on a fait l'économie de Dieu, quand on a fait l'économie... Qu'est-ce qui nous reste? Le corps. Le corps et rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a de commun à tous les philosophes dont je vous parle depuis 4 ans? Tous ont considéré que le corps était un partenaire. C'était un partenaire. Et l'hédonisme est soucieux du corps de l'autre. Et quand je dis soucieux du corps de l'autre, on dit « Ah oui, d'accord, et surtout si c'est un joli petit corps ». Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis soucieux du corps de l'autre, c'est soucieux du regard, du silence, de la posture du corps, de la façon qu'il a, le corps, d'être raide, tendu, détendu, avachi ou retenu, la façon qu'on a de serrer ses bras ou d'avoir les mains dans les poches, ou la façon de parler, de ne pas parler, de se taire, de la rapidité, la vitesse, le débit, l'élocution. C'est tout ça qui est important dans l'hédonisme. L'érotique est un langage. Et c'est un langage du corps de l'autre, pas seulement de son propre corps. Voilà pourquoi il n'y a pas d'érotique chrétienne. Cette communication-là, elle n'a pas été rendue possible par le christianisme, qui lui est dans des logiques du genre le verbe s'est fait chair, ou ce genre de truc, là, avec des majuscules partout, et avec un verbe qu'on cherche partout, et la chair qu'on trouve nulle part, sauf sur un crucifix sanguinolente, et on se dit, bah, si c'est ça le verbe, si c'est ça la chair, j'en veux pas. Quand on sort d'une conférence comme ça, on a l'impression qu'on est intelligent. Parce qu'il dit toujours, souvenez-vous, rappelez-vous, tout ça, mais en fin de compte, on plane comme des bêtes. Mais lui, il nous rappelle toujours des trucs comme ça, c'est vachement sympa, je trouve. Et puis on sort, bon, on se dit c'est bien, on sait plein de choses, et puis on s'aperçoit qu'il faut en bouffer si on va arriver à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis arriver à voir... Mais la tolérance, il m'a apporté c'est beaucoup de tolérance, mon frère. Tolérance, justement, à la capacité de comprendre que il y a des gens qui n'ont pas les mêmes envies que soi, qui n'ont pas les mêmes ouvertures, les mêmes possibilités d'ouverture. Ça, je commence à le comprendre. Les capacités. Voilà, je commence à comprendre ça. Si bien que je deviens beaucoup plus indulgent, beaucoup plus cool avec des gens avec qui je jugeais pas, parce que je juge personne, mais que je prends des positions en disant bon bah ils sont comme ça, mais ils le font exprès, et puis ils ont qu'à se bouger le cul, puis ils ont qu'à les... Avant j'avais le rebelle, je voyais un clochard dans la rue, moi je passais, j'avais presque envie de l'engueuler, d'aller le voir, t'as des jambes, toi, qu'est-ce que tu fais? Passe-les-moi tes jambes, toi, ce que je vais faire dans la vie avec tes jambes, moi je vais pas faire le con comme toi, et puis rester sous un pont. J'étais comme ça. J'avais cette bêtise. C'est de la bêtise. Et maintenant, depuis 3 ans que je côtoie Onfray, je commence à plus avoir ce genre de réaction débile qui étaient encore des passions tristes, quoi, en fait. On ne peut pas avoir un rapport pacifié avec le monde si on n'en a pas avec autrui, et on n'a pas de rapport pacifié avec autrui si on n'a pas de rapport pacifié avec soi-même. Ça suppose, une espèce de souci permanent d'une éthique, et j'avais raconté ça dans la sculpture de soi, mais c'est ça qui est excitant, c'est tout le temps la morale.
C'est tout le temps. C'est pas le dimanche à la messe et qui permet, quand on sort après, de recommencer à être le dernier des salauds. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est 24 heures sur 24. C'est même quand on dort. C'est quand on rêve, la morale et l'éthique. C'est tout le temps. C'est dans la porte qu'on tient ou qu'on ne tient pas. C'est dans le petit mot qu'on écrit ou qu'on n'écrit pas. C'est dans toutes ces choses-là que se construit et se constitue l'éthique. Et toute la philosophie hédoniste est une philosophie du souci de l'infinitésimal, du micro-signe. Mais comment voulez-vous que les gens soient soucieux ou soient lucides sur les signes quand on n'aura pas dit que les signes existaient d'une part et qu'on pouvait les décoder par ailleurs? Donc ça, effectivement, c'est une espèce de grand désespoir qu'il y a aujourd'hui, puisqu'on croule sous des faux signes. La télé, les médias, les images, le verbe, les mots tout le temps, des mots qui ne veulent rien dire, des promesses jamais tenues, des mots complètement vides et complètement creux. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « je t'aime » ? Est-ce qu'on s'est déjà interrogé sur le je qui dit « je t'aime » ? C'est qui je ? Est-ce qu'on est assez sûr de soi, c'est-à-dire sûr de ce qu'on est véritablement pour pouvoir dire « je » ? C'est qui le T' de celui à qui on s'adresse en disant que c'est lui qu'on aime ? Qui il est? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une reconstruction? Est-ce que c'est une réalité durable? Est-ce que la personne qu'on a connue à 20 ans, c'est la même quand elle a 60 ans? C'est la même quand elle a 80 ans? Le T', il est éternel, mobile, différent, il est fluide, il est clair, il est inscrit dans l'histoire, dans le temps. Et aimé, alors c'est encore pire. On aime le chocolat, on aime la vitesse, on aime PPDA, on aime Welbeck, ça existe, etc. Et puis on aime la femme de sa vie. C'est quoi ce mot-là? C'est tout, et je t'aime en plus, vous voyez un petit peu le truc. Donc il vaut mieux ne pas le dire, mais il vaut mieux le montrer éventuellement. Réponse et conclusion de ma conclusion, si l'hédonisme a véritablement un sens, il est dans le souci des signes qu'autrui donne. Je tâche d'être hédoniste.